La question des crises environnementales est aujourd'hui débattue dans pas mal d'enceintes, et bien sûr les enceintes scientifiques, mais également d'autres enceintes écologiques ou même politiques. Dans ce débat, il y a également une question qui s'adresse à la génétique et à la biologie évolutive. On peut notamment se poser la question si cette accélération des changements environnementaux se répercute au niveau d'évolution des espèces. Est-ce qu'il y a également une évolution en quelque sorte accélérée? Et de manière plus pragmatique, les gestionnaires de milieux et de populations s'interrogent sur la capacité des espèces à s'adapter à ces changements si rapides. Alors, cette question est bien sûr tout particulièrement prégnante pour des espèces qui ont des longues durées de génération, telles que les arbres, et on peut raisonnablement s'interroger sur leur capacité de réponse à ces défis évolutifs. Et donc je vais parler aujourd'hui de l'évolution, de la microévolution de ces espèces au cours de changements climatiques qui ont eu cours, passés, et je vais essayer de voir quelles leçons on peut tirer de ces changements évolutifs pour faire quelques prédictions pour le futur. Alors, je vais parler d'arbres. Alors, c'est bien loin de Mendel, et notamment hier, quand j'ai vu Jean Gaillon qui parlait de la surface expérimentale qu'il a fallu à Mendel pour ses expériences, je n'ose évoquer ici les surfaces qu'il faut pour élever des chênes. Je n'ose pas non plus évoquer les durées de génération, bien sûr qu'il n'aurait. Cela dit, l'esprit de Mendel était présent. Et en 1992, j'avais eu l'occasion de parcourir l'Europe de l'Est pour faire des récoltes et d'échantillons de chênes. Et à cette occasion, en passant en Tchécoslovaquie, nous avions visité le musée à Brno. Et vous voyez ici, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer ces photos qui datent de cette époque. Vous noterez que les phénotypes ont bien changé, n'est-ce pas ? Vous voyez également que l'opérateur était sans doute sous l'emprise de l'émotion pour visiter ces lieux et que les photos ne sont pas tellement nettes, mais elles sont toutes prises dans le musée qui a été évoqué hier. Donc l'esprit de Mendel était présent, et d'ailleurs j'aurai l'occasion de parler des expériences qui ont été installées à l'issue de cette récolte de glands. Donc revenons aux chênes. Donc le défi évolutif auquel ces espèces sont confrontées est l'adaptation. Et on a l'habitude d'évoquer la lenteur qui pourrait finalement accompagner cette adaptation chez ces espèces vu leur durée de génération. C'est cependant oublier que ces espèces sont extrêmement polymorphes au plan génétique. J'ai noté ici le génome du chêne vient récemment d'être séquencé avec un certain nombre d'individus, de populations différentes. Et nous avons des idées aujourd'hui sur le polymorphisme qui existe dans ces populations. Il est extrêmement élevé. Vous voyez, vous rencontrez un SNP pratiquement tous les 20 paires de bases. Donc ces chênes sont extrêmement polymorphes et comme on le sait, en génétique des populations et en génétique évolutive, la capacité de réponse à une sélection naturelle dépend du niveau de polymorphisme qui existe dans ces populations. Donc certes, les durées de génération sont longues, mais le polymorphisme peut éventuellement compenser et on peut s'attendre à ce qu'en une seule génération, il peut y avoir un changement évolutif substantif. Et donc c'est la raison pour laquelle cette question est adressée dans nos recherches. Alors je vais parler de deux espèces, chêne sessile et chêne pédonculé. J'ai l'habitude de dire que ces espèces font partie de notre identité écologique collective, en quelque sorte. Je pense que des chênes, ils en existent un peu partout, dans tous nos environnements. Ils ont également accompagné l'espèce humaine qui en a tiré bénéfice depuis qu'elle est installée en Europe, en commençant par se nourrir de glands et pour aujourd'hui en bénéficier pour d'autres produits. Donc c'est une espèce qui fait partie en quelque sorte de notre patrimoine. Et en fait, il ne s'agit pas d'une espèce, il s'agit d'un complexe d'espèces. Et les relations entre ces espèces, et notamment leur capacité d'introgression, jouent un rôle évolutif majeur. On peut d'ailleurs contraster cela
avec l'homme aujourd'hui, il ne reste qu'une seule espèce. Nous n'avons plus la possibilité de passer par l'introgression au travers d'une autre espèce en cas de crise majeure. Et nous verrons que ceci est important chez ces espèces pérennes. Alors, je vais évoquer deux évolutions au cours de deux changements climatiques dits naturels. Le changement climatique post-glaciaire, qui a eu cours donc depuis 15 000 dernières années. Vous avez ici un graphe de l'évolution des températures qui a été assez important, notamment au début, début de l'Holocène. Après, les choses se sont un peu stabilisées. Mais on peut également regarder à une échelle plus récente, depuis l'Anthropocène. Il y a 3 siècles d'ailleurs, dans les années 1660, j'ai lu dans la notice de l'Académie que l'Académie des sciences a été créée en 1660. Eh bien, elle a été créée sous le petit âge glaciaire. Il a fait beaucoup plus froid à cette époque. Et il existe encore chez les chênes des populations, des peuplements qui ont été créés à cette époque et qui nous permettent d'étudier en les comparant aux populations actuelles si effectivement il y a eu, évolution au cours d'un nombre très limité de générations. Alors, les chênes ont un certain... Alors, elles sont difficiles à étudier au plan génétique, mais elles ont un certain nombre d'avantages au plan évolutif, c'est qu'elles ont laissé des restes fossiles en nombre en toute l'Europe parce qu'elles étaient omniprésentes. Et nous avons essayé de reconstituer, donc, au cours de ces périodes de réchauffement climatique, leurs 3 trajectoires évolutives. Tout d'abord, en s'intéressant à leurs restes fossiles, ici, les pollens. Et vous voyez qu'à la fin du glaciaire, ces espèces étaient cantonnées principalement dans le sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie et les Balkans, un peu la Turquie. C'est important, cette séparation, parce qu'elles étaient génétiquement également isolées. Un glaciaire durait à peu près 100 000 ans, un interglaciaire en moyenne 10 000 ans. Donc pendant 100 000 ans, ces espèces se sont retrouvées dans 3 refuges différents, sans communication possible, peut-être entre l'Italie et les Balkans, parce que la mer Adriatique était partiellement comblée, mais cette séparation était importante. Et puis ils ont recolonisé, et on peut ainsi reconstituer, à part des pollens fossiles, la vitesse à laquelle cela s'est fait. Ça, c'est l'image historique, en quelque sorte, reconstruite à partir des pollens. Et puis, il y a l'histoire génétique. Nous avons, en utilisant le polymorphisme de l'ADN chloroplastique, typé plus de 3000 populations aujourd'hui. Le nombre augmente sans cesse. Ces chiffres datent de la première publication qui a eu lieu en 2002. Et nous avons repéré à peu près dans l'ADN chloroplastique, donc qui est transmis chez les arbres, chez les angiospermes de manière maternelle par la graine. Donc vous avez ici, finalement cette image vous donne une image des lignées maternelles, un peu à l'identique de ce qui a été fait chez l'homme à partir de l'ADN mitochondrial. On en a repéré 48 haplotypes, en fait, qui se structurent de manière phylogéographique, en 5 grandes lignées. Vous voyez la lignée B, qui est la lignée jaune, se trouve exclusivement en Europe de l'Ouest. La lignée C, qui est au centre de l'Europe, finalement s'étend depuis la Sicile jusqu'en Suède. Et puis vous avez des lignées orientales. Alors ceci retrace parfaitement finalement ce que j'ai expliqué tout à l'heure de la séparation. On peut ainsi dire que les chênes, par exemple, aujourd'hui qui se trouvent à l'ouest de ligne qui va disons de Barcelone jusqu'à Copenhague, sont presque exclusivement originaires d'Espagne. Celles du centre viennent, enfin bref, vous pouvez ainsi très facilement, et un peu plus en détail, vous avez ici différents haplotypes qui appartiennent tous à la lignée, par exemple, jaune, la lignée dite atlantique. Vous voyez qu'elles sont toutes à l'ouest. De la même manière, les haplotypes qui appartiennent à la lignée rouge, etc., se trouvent tout au centre, etc. On peut ainsi retracer l'histoire. Donc il y a une histoire génétique. On peut, en combinant les données paléobotaniques et les données phylogéographiques, reconstituer exactement les trajectoires évolutives de cette espèce, en fait, qui sont résumées ici. On est donc parti d'une population source dans le sud de l'Europe, dans les 3 refuges. Le climat, ce réchauffement, ces espèces ont migré, ont suivi le climat. Okay. Remarquablement, quand on compare la distribution actuelle
à la distribution de l'époque, il y a eu peu d'extinctions au sud. La limite sud actuelle est pratiquement proche de la limite qu'on connaissait à l'époque. Il existe des populations de chênes siciles et chênes pédonculés dans le sud de l'Espagne encore aujourd'hui, y compris dans le sud des Balkans. Il y a donc eu forcément, celles qui sont restées sur place ont bien sûr dû s'adapter. Le défi évolutif, soit vous restez sur place par une crise environnementale, soit vous restez sur place et vous vous adaptez, soit vous changez d'horizon, vous allez voir ailleurs où le milieu est meilleur. Donc il y a eu migration, adaptation et très peu extinction. Alors ça, c'est quand on regarde ça à partir d'un refuge. La situation, bien sûr, devient plus complexe quand on considère différents refuges, parce que finalement, la même chose s'est passée à partir de refuges différents. Et puis, il y a eu une zone de rencontre, d'introgression, en fait, d'admixture entre ces lignées différentes, venant soit de l'Est, soit de l'Ouest. Et nous avons ici un autre phénomène d'introgression et d'admixture qui est intervenu au cours de la microévolution de cette espèce. Alors j'ai choisi de vous parler donc vous voyez ici les différents mécanismes qui ont été importants, la migration, l'adaptation, je ne vais pas évoquer l'extinction, l'admixture et l'introgression. La génétique a apporté des éléments de compréhension à chacun de ces mécanismes. Alors, je ne vais pas les évoquer tous, faute de temps, mais je vais en évoquer deux, qui sont finalement l'adaptation locale et l'introgression. Et je vais notamment évoquer comment la génétique actuelle nous a aidé à comprendre comment ces mécanismes en fonctionnent. Alors je reviens donc pour l'adaptation. Comment est-ce qu'on étudie cela ? Eh bien, on peut procéder de deux manières, soit l'approche synchronique, c'est-à-dire vous comparez au jour d'aujourd'hui des populations qui sont réparties ici, par exemple du nord au sud, sur un gradient environnemental, de température préférentiellement, puisque ce qui nous intéresse, c'est le changement climatique. Vous pouvez aussi le faire de manière diachronique, anachronique, en suivant les mêmes populations au cours du temps. Alors ceci n'était pas possible il y a encore quelques années. Ça l'est aujourd'hui, notamment au niveau moléculaire, par l'utilisation d'ADN ancien. Il restait des bois fossiles, on peut travailler sur l'anatomie des bois pour voir comment il y a eu modification évolutive de certains caractères phénotypiques, mais c'est surtout possible aujourd'hui au niveau de l'ADN ancien, et j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Alors, comment est-ce qu'on étudie l'adaptation locale ? Ça va nous ramener à Bono. Eh bien, on compare des populations, ce qu'on appelle en jardin commun. Donc, on a parcouru ici toute l'Europe en essayant de récolter des glands là où on pouvait, parce que comme les glands ne se conservent pas, que la fructification est hétérogène, ce n'est pas toujours possible de récolter quand on est sur place. Donc ces récoltes ont été faites en 92, et c'est l'occasion que nous avions visité le Mendelianium. Et puis ces espèces, ces populations sont après installées sur un certain nombre de sites. Alors les sites sont en noir, les sites de récolte sont en rouge, donc on les met toutes au même endroit. Okay, et ça permet après de voir comment une population répond quand elle a été transférée au plan écologique d'un milieu à un autre. En fait, on mimique dans l'espace ce qui risque de se passer dans le temps dû à un changement climatique. Vous avez ici, je ne montre qu'une seule courbe, où sont représentées, par exemple, une composante de la valeur adaptative, qui ici est la hauteur, en fonction de la distance écologique de transfert. En l'axe des X est représentée la distance écologique du site où la population a été récoltée, entre le site où elle a été récoltée et là où elle était installée. Donc, en fait, on représente la réponse d'une population en fonction de son changement climatique auquel elle est confrontée. Et on voit que quand la courbe, au point zéro, c'est des populations locales, il n'y a pas eu de transfert, et on peut montrer que globalement, bien sûr, il y a une grande dispersion, il y a beaucoup de plasticité chez ces espèces, mais le point zéro n'est pas loin du maximum de cette réponse, ce qui montre qu'effectivement, il semble y avoir eu adaptation locale depuis l'installation de ces populations, la migration post-glaciaire. Alors, je vais regarder ça plus en détail pour un trait, ça c'était pour la croissance, mais pour un trait qui aujourd'hui a son importance, qui a la phénologie des chênes, notamment la phénologie du débourrement. La phénologie du débourrement est la date à laquelle les bourgeons s'ouvrent. Elle est très liée à la valeur adaptative parce qu'elle est corrélée bien évidemment à la longueur de la saison de végétation, mais également
à la reproduction, à la floraison. Donc c'est un critère clé d'adaptation. Et elle répond, au plan environnemental, à la température. Et donc c'est la raison pour laquelle elle est très étudiée aujourd'hui. Et nous avons étudié cela en suivant justement l'approche synchronique, en récoltant des populations sur un gradient altitudinal dans les Pyrénées, dans deux vallées, la vallée d'Ossau et la vallée de Luz, mais également sur un gradient latitudinal depuis le sud de l'Europe sur le nord, également changement de température, mais je n'aurai pas l'occasion d'évoquer tous les résultats ici. Et quand on compare ces populations pour leur date de débourrement, on constate une variation continue. La courbe verte indique l'observation in situ. Là, on a mesuré, on est allé au printemps, tous les ans, ça a été fait sur 10 ans de manière répétitive. On suit un certain nombre d'arbres, et donc on note exactement le moment où ils débourrent. Et ça, c'est la courbe en vert. La courbe en bleu est la courbe obtenue quand vous transférez les populations, vous les mettez toutes en jardin commun, donc à milieu constant. Donc ça, c'est la divergence, en quelque sorte, adaptative, génétique, par rapport à ce qui est demandé par l'environnement. Okay. En fait, il y a à peu près 6 degrés de température moyenne de différence entre le sud des Pyrénées et l'altitude maximum où on trouve encore des chênes, ce qui représente en nombre de jours de différence de débourrement à peu près 51 jours. Finalement, quand on les met en jardin commun, on observe une variation selon la température d'origine de ces populations qui est de 6 jours. Donc la génétique, l'adaptation, joue un rôle dans cette réponse aux sollicitations de température. Alors évidemment, on en revient à la génétique, ça c'est les phénotypes, on était intéressés pour trouver la trace, une empreinte moléculaire de cette variation que l'on trouve entre populations, ce qui nous a amené à utiliser les méthodes de génétique d'association, également de séquençage. La réponse, vous avez ici pour à peu près 3000 SNP qui ont été choisis, situés dans ce qu'on appelle des gènes candidats, leur variation ou leur association avec la date de débourrement selon leur groupe de liaison. Il y a 12 groupes de liaison, donc vous avez quelques milliers de points. À la fin, c'est tellement compressé qu'on ne le voit pas, mais on a trouvé finalement qu'un nombre très petit de SNP qui montrait une association significative. Tout laisse à penser que, en fait, ce caractère, en plus, est extrêmement héritable. Il a une héritabilité autour de 0,7, 0,8, ce qui est très élevé chez les arbres. C'est que, sans doute, ces caractères sont sous déterminisme fichérien, dépendent d'un très grand nombre de gènes à effet relativement faible. Et pour le montrer un peu de manière plus démonstrative, nous avons ici représenté le pourcentage de variation qui est exprimé par un chromosome, à partir de la densité de SNP sur ce chromosome. Si nous avions des gènes majeurs, nous aurions pour certains chromosomes ce pourcentage de variation qui s'écarte de manière très significative. Or, on a ici finalement une courbe continue du pourcentage de variation exprimé du caractère par le nombre de SNP qui se trouvent sur ce chromosome. Alors donc, cela, finalement, traduit la nature très polygénique. Il y a sans doute un très grand nombre de gènes qui interviennent dans ce caractère, donc il y a une forte contribution à la valeur adaptative. Alors, ce qui nous a conduit par la suite à faire des recherches un peu plus théoriques sur le rôle de l'architecture génétique, sur le découplage qui peut exister entre la divergence adaptative que l'on observe sur un trait par rapport à la divergence des gènes qui contribuent à ce trait. Vous avez ici ces deux métriques qui sont totalement comparables. Ça, c'est la divergence entre populations du trait, et ça, c'est la divergence en termes de fréquence allélique des gènes qui contribuent au trait. Et vous voyez, et ça, c'est les réponses obtenues, c'est fait par simulation, selon différents scénarios, disons, sélectifs. Vous voyez que vous aurez toujours plus de différences sur le trait que vous en aurez au niveau des fréquences alléliques qui
contribuent au trait. Alors c'est représenté ici à manière un peu plus évolutive. Vous avez les deux mêmes métriques. En rouge, la métrique de la divergence adaptative du trait au cours des générations, dans un contexte de sélection divergente entre basse altitude et haute altitude. Vous voyez très peu de variations des gènes qui contribuent au trait. Par contre, le trait... Alors, la raison derrière, enfin, c'est très long de développer cela, mais la raison, c'est la covariation qui se crée entre les différents loci qui contribuent au trait. Le terme qui explique le plus la variation du trait final, ce n'est pas les loci pris individuellement, mais c'est leur covariation. Cela dit, il nous est quand même arrivé de trouver certains gènes qui montrent une variation clinale, le clean qu'on avait montré tout à l'heure en fonction de la température. Je rappelle, ça c'est le clean phénotypique, hein. C'est la variation de la date de débourrement en fonction ici de la température des populations dans les deux vallées. Et bien pour un gène, le fameux gène APS, nous retrouvons une variation clinale dans les deux vallées séparément. Il y a donc ici, il ne s'agit pas de faux positifs puisqu'on a une répétition biologique. Et en plus, on le retrouve également dans le gradient latitudinal quand on compare des populations du sud et du nord de l'Europe. J'en arrive au deuxième mécanisme qui est l'introgression. Alors je rappelle le rôle de l'introgression. Donc on part de deux zones refuge qui reconnaissent l'Europe. Mais là, je ne vais pas parler de cette introgression entre lignées différentes. Je vais parler de l'introgression entre espèces différentes. Ces espèces ont tout le temps cohabité et leur introgression a joué un rôle très important dans l'adaptation. Alors que sait-on quand il y a introgression? À un moment donné, il y a hybridation au début. Alors que sait-on de cette hybridation? La première chose qu'on sait, c'est qu'elle est asymétrique. Elle va plutôt du pollen sessile vers l'ovule pédonculé. Et ceci, que vous fassiez, que vous étudiez cela dans des croisements contrôlés, ou que vous le fassiez par recherche de parenté dans les populations naturelles, on trouve systématiquement cette asymétrie des croisements. Alors, ce n'est pas neutre, parce qu'il faut savoir que le chêne pédonculé est une espèce qui a un tempérament plus colonisateur. Hein. C'est une espèce pionnière par rapport au chêne sessile. Quand, dans un contexte et dans un scénario de colonisation, où les deux espèces migrent, vous allez d'abord avoir le pédonculé en amont et le sessile qui vient derrière. Alors, quand est-ce qu'il y a eu cette introgression? D'abord, est-ce qu'elle est importante? Alors, la réponse est oui. Et quand est-ce qu'elle a eu lieu? Nous avons plusieurs scénarios évolutifs par méthode ABC, où nous avons comparé, disons, la divergence entre l'ancêtre commun aux deux espèces et les populations actuelles, soit dans le cas où il y a eu un isolement strict, soit une migration ancienne, soit des migrations, enfin, donc des échanges de pollen, des introgressions anciennes, soit constantes, soit récentes, des contacts secondaires récents. Eh bien, la probabilité d'occurrence est nettement plus importante pour ce scénario-là, et on peut même chiffrer un peu le rapport entre le moment où se sont faits ces contacts secondaires et le moment de la séparation des deux espèces. D'après ces calculs, on arriverait justement dans le contexte post-glacial. Donc, il y a eu contact secondaire récent. Et alors, c'est également démontré dans la réalité par l'observation des génomes cytoplasmiques dans les forêts. Quand vous regardez les haplotypes que vous rencontrez dans les forêts où se trouvent les deux espèces, alors c'est fait ici dans un rectangle autour d'Angers et d'Orléans, les différents points indiquent des forêts, la couleur, l'haplotype, ici à gauche pour le chêne sessile et ici pour le chêne pédonculé. Au passage, vous voyez un îlot d'haplotypes de l'Est qui se trouve ici autour du Mans. Bon, sans doute un effet de dispersion à très longue distance. Mais ce qu'on constate là-dessus, c'est quand les deux espèces sont présentes dans une forêt, elles partagent exactement le même génome cytoplasmique. Et vous pouvez faire 10 km arriver dans une autre forêt et vous allez avoir, si les deux espèces sont présentes, des espèces partageant toujours un même génome cytoplasmique, certes différent du précédent. Donc cette capture cytoplasmique généralisée traduit, vous le trouvez sur toute l'Europe, ça, traduit l'importance qu'a eu l'introgression au cours de la colonisation.
Alors comment comment est-ce qu'on l'explique? Imaginons que le chêne pédonculé soit effectivement l'espèce migratrice qui soit en amont. Elle a un haplotype jaune. L'espèce sessile, comme j'ai expliqué, est plus climatique, elle est en retrait. Elle pollinise, le pollen va à très longue distance. Elle s'hybride avec le pédonculé. L'hybride s'installe, mais il récupère, puisque l'hybride hérite du génome de la mère, il récupère le cytoplasme du pédonculé dans le sessile. Les bacros étant eux-mêmes unidirectionnels, le sessile se régénère dans le pédonculé par pollen. Et donc, on a ici un exemple de migration d'une espèce, non pas par graine, mais par pollen, par introgression asymétrique et backcrossing asymétrique. Alors, donc, si on suit ce raisonnement, on devrait aller vers, puisque le sessile arrive derrière, s'hybride et se régénère, on devrait aller vers une sessilisation, en quelque sorte, des forêts. Okay. Nous avons étudié ça très en détail dans une forêt d'ailleurs du côté du Mans, la forêt domaniale de la Petite Charny, et nous avons eu 2 générations séparées, successives, dans le même peuplement. Ça, c'est le peuplement adulte qu'il y avait encore à la fin des années 90, mélangé sessile pédonculé. Il y a eu régénération naturelle, vous avez le nouveau peuplement aujourd'hui, 15 ans après, c'est plein de semis, plusieurs millions, vous avez même une souche devant de l'arbre précédent. Et bien, quand on regarde par analyse de parenté, vous analysez tous les individus qu'il y avait avant et vous reconstituez la présence des 2 espèces. Ça, c'était en 96, la population parentale. Ça, c'est aujourd'hui la population actuelle. Et bien, quand vous calculez les surfaces occupées par les 2 espèces, et le nombre simplement de tiges, vous avez progressivement une invasion du sessile dans le pédonculé. Donc ici, il y a eu donc succession, introgression, qui est facilitée finalement par ces croisements asymétriques, et qui a pu être étudié ici grâce à la génétique. Tout cela est basé sur les analyses de filiation entre des générations différentes. Alors, quelques conclusions. Bien sûr, il y a eu, ces travaux montrent qu'à l'évidence, il y a eu des changements évolutifs en réponse au changement climatique. Ces changements évolutifs sont générés par des mécanismes originaux. Nous avons eu finalement cette introgression qui a permis de restaurer une espèce dans une autre. Je pense qu'elle va être finalement beaucoup plus active dans le contexte actuel. Il y a de nombreux chênes qui se trouvent en zone méditerranéenne, des chênes blancs, qui peuvent s'hybrider avec le cécile pédonculé. Et nous allons assister sans doute au travers, elles s'hybrident assez facilement, et cette hybridation qui va se créer avec la remontée des espèces méditerranéennes va créer de l'originalité et une diversité nouvelle dans le contexte des changements climatiques. Alors, par rapport au sujet de ce colloque, donc, je rappelle simplement que la biologie évolutive s'est considérablement nourrie de la génétique. Vous avez vu, nous l'avons utilisé à tous les niveaux ici, que ce soit de la génétique des populations, de la génétique quantitative, mais je dirais aujourd'hui de la paléogénétique et de la paléogénomique. Comme je l'indiquais précédemment, et nos travaux portent aujourd'hui là-dessus, nous travaillons beaucoup maintenant sur l'ADN fossiles pour utiliser cette méthode diachronique. Et à notre surprise, on a une réserve de matériel qui est considérable, notamment ici, c'est ce qu'on appelle les pieux palafitiques. Les premières constructions humaines à l'âge de bronze se sont faites dans des zones lacustres sur des pieux, souvent en chêne, la plupart du temps des chênes. Il y en a des millions. Tous les lacs alpins recèlent de ces pieux qui sont toujours en place. Et c'est un milieu optimal pour la conservation de l'ADN. Nous avons entrepris d'étudier ces pieux. Alors, que vais-je dire si je devais comparer ça à la zone expérimentale de Mendel? Maintenant, il faut plonger pour récupérer des échantillons. Mais c'est ce qu'on trouve, c'est le type d'échantillon. Vous avez ici un exemple du lac du Bourget. Et donc, c'est tous ces pieux sont toujours en place. À côté de ces pieux, il y a également de nombreuses forêts submergées. C'est des forêts qu'on trouve surtout, par exemple, dans le nord de l'Europe, pays de Galles, mais également en Bretagne.
et qui, avec la remontée des eaux à la suite du réchauffement glaciaire, sont submergés, mais dont on retrouve des souches au moment des très grandes marées. Et donc, si vous extrayez des échantillons dans la zone qui est dans le sol, on peut obtenir de l'ADN analysable. C'est ce que notre postdoc, là, Stéphanie Wagner, est en train de faire à Copenhague avec Ludovic Orlando. Et nous venons, par exemple, d'étudier ces différentes populations. Et ça, c'est les haplotypes qui ont été chloroplastiques. Il y a évidemment plus d'ADN chloroplastique dans cet ADN ancien, mais également de l'ADN nucléaire. Ça, c'est les couleurs indiquent l'haplotype ancien. C'est extrait à partir d'ADN fossile. Et quand on en a beaucoup plus aujourd'hui, quand vous les superposez avec la couverture de l'ADN des haplotypes modernes, vous retrouvez une excellente superposition. Donc cela laisse présager des études vraiment très intéressantes sur l'adaptation en s'intéressant évidemment au génome nucléaire par la suite. Alors, moi, le plus grand, dernier mot de conclusion, le plus grand avantage, je trouve, de la génétique en biologie évolutive actuelle pour nos travaux, c'est de pouvoir faire des études in natura. Okay, non pas par l'identification de gènes responsables de la variation des composantes de la fitness, je pense que ça c'est un leurre, on ne trouvera pas des loci qui contrôlent la fitness, mais par contre, on peut prédire les changements évolutifs à partir de l'observation faite directement dans la nature. Il faut vous imaginer, un peuplement de chênes peut comprendre des individus qui sont issus de 4 générations différentes et qui sont toujours présents. Si je prends aujourd'hui les potentialités que me donne la NGS, je peux reconstituer toutes les filiations sur ces 4 générations in situ. Et donc, je peux voir exactement comment, d'une génération à une autre, les changements qui peuvent se produire. Ce n'était pas possible il y a 10 ans, 20 ans. Ces méthodes permettent aujourd'hui d'étudier en vraie grandeur et in natura ce que l'évolution fait de nos populations. Voilà. Alors, si je crois que j'ai quelques diapos, disons, de remerciements. Évidemment, c'est un travail d'équipe qui a été montré ici. Alors, ça, c'est mes collègues de travail qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Catherine Bodenès pour la cartographie, Sylvain Delzan pour l'analyse de la phénologie, Alexis Ducousseau qui m'avait accompagné en Europe de l'Est pour les études en jardin commun, Christophe Plomion pour la génomique, Rémi Petit pour la phylogéographie et Sophie Gerbert pour l'étude des apparentements en forêt, et bien sûr les très nombreux thésards et postdoctorants. Mais je voudrais surtout souligner que ces recherches n'ont été possibles que grâce au soutien, notamment de l'Union européenne, au travers de projets collaboratifs au cours du 5e, 6e et 7e programme cadre. Vous avez eu beaucoup de recherches qui ont été menées à l'échelle européenne avec d'autres équipes, d'autres partenaires de différents pays. Et je pense que ça n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Europe. Je tiens à le souligner parce que l'Europe est aujourd'hui souvent décriée. Là, je pense que c'est un succès. Alors évidemment, l'ANR a également contribué à ces recherches. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Antoine pour cet exposé tout à fait fascinant. On a peut-être le temps pour une question rapide. Jean-Louis. La grande fréquence de SNP, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a plus de mutations, enfin que le système de contrôle, je sais pas, des polymérases est moins actif, ou est-ce que parce que le génome est plus grand? Enfin, je veux dire, pourquoi c'est une telle fréquence de SNP? C'est un peu général chez les arbres. Enfin, l'explication qu'on en a, c'est des espèces qui vivent, leur taille de population est énorme. Donc, tout nouveau mutant qui est créé a une probabilité forte de se maintenir. Un nouveau mutant, en théorie de l'évolution, si la population est un nouveau mutant, si la population est faible, peuvent être éliminés très rapidement. Donc, c'est des espèces, en quelque sorte,
qui emmagasinent sans cesse de la diversité sans la perdre. C'est ça, oui. Okay, ils deviennent obèses en termes de diversité. Mais à l'inverse, ça leur sert, je pense, pour l'adaptation. Et je pense, enfin, c'est un peu le défi de ces études, c'est de pouvoir démontrer qu'en une seule génération, on peut effectivement... Alors, je ne vous ai pas donné les résultats depuis le petit âge glaciaire, puisque les expériences sont actuellement en cours, on n'a pas encore tous les résultats, mais elles vont, enfin, tout laisse suggérer qu'elles vont aller dans ce sens. Alors, il y a une grande taille de population et flux de gènes considérable. Le pollen peut être dispersé de 200-300 km en une seule nuit. Okay. C'est une fraction du pollen, la majorité du pollen est dispersé de manière anémophile par gravité. Vous avez une fraction du pollen qui est soumise au courant de turbulence, qui monte dans les hautes couches de l'atmosphère, et là, qui peut aller très loin, parce que les mouvements d'air sont plus forts. Cela dit, il est plus exposé aux UV, donc peut être la viabilité peut être mise en jeu, mais on a trouvé des pollens viables à 300-400 km. C'est l'image que je prends souvent quand je veux défendre l'intérêt de travailler sur l'adaptation par rapport au changement climatique. On nous dit que le climat de Paris sera dans 100 ans celui d'Angoulême. Eh bien, en une nuit, les gènes d'Angoulême sont à Paris. Okay, donc, c'est un élément important à prendre en considération. L'espèce n'est pas statique, hein, c'est un mécanisme évolutif, le flux de pollen qui peut être très important pour l'adaptation future.